Bonjour à tous, je viens de lancer un appel à la fermeture des marchés financiers, à la fermeture des bourses. Pourquoi? Parce que nous vivons une crise sanitaire, c'est la pandémie du coronavirus, mais aussi une crise financière, c'est la pandémie des marchés financiers. Alors on peut parler d'un virus qui touche le monde entier, dans le domaine de la santé, et d'un virus qui touche le monde entier, dans le domaine financier. On peut parler d'un virus algorithmique, parce que on est dans des marchés financiers qui ne sont plus des marchés. Ils sont sous contrôle d'institutions qui instaurent une véritable dictature financière. Ces institutions jouent sur les cours des actions, elles pratiquent toutes sortes de méthodes qu'on peut appeler le spoofing ou d'autres encore, avec des robots qui jouent à la vitesse de la lumière. C'est le trading de haute fréquence, des robots qui jouent en décryptant les noms et les choses qui se passent sur les marchés, qui en tirent des conséquences en déduction ultra rapide, et des robots qui jouent sur les indices. Bref, ce n'est plus une bourse où les gens ou des entreprises vont chercher de l'argent pour investir sainement pour l'économie, c'est un tripot mondial. C'est une bourse où l'on joue, c'est le jeu qui l'emporte. C'est pour ça qu'il faut fermer ces marchés financiers. Et ce sont ces marchés financiers qui ont imposé une logique aux États, je dirais, de triage sanitaire. Leur vision à court terme a poussé, par exemple en France, l'hôpital public, avec des textes sur l'hôpital public, et j'ai les textes ici, des plans pour l'hôpital public de 2007, de 2012, et puis avant, qui ont réduit le nombre de lits, parce qu'il fallait que chaque lit soit rentable dans un hôpital public, comme si c'était une clinique privée. Et on n'a pas prévu le nombre de lits nécessaires pour être en mesure d'accueillir des victimes dans le cas d'une crise, d'une pandémie, d'une épidémie, d'un accident grave. Donc on s'est trouvé dépourvu de lits d'hôpitaux, de lits de réanimation, dépourvu d'unités de soins immédiats, de soins intensifs, dépourvu de masques et dépourvu aussi de kits, de dispositifs de dépistage. Et cela vient d'une logique financière. Et cette logique financière est devenue folle, actuellement. On a vu à peu près 35 000 milliards s'évaporer sur les marchés financiers en moins d'un mois. On a vu des sommes énormes apparaître et disparaître. Les marchés, on joue à la hausse, on joue à la baisse, ce sont des montagnes russes. Cela n'a plus aucun sens, ça n'a plus aucun rapport avec l'économie réelle. C'est pour cela qu'il faut les fermer. Et il faut arrêter cette logique qui règne dans le monde depuis, en particulier, le découplement entre l'or et le dollar, le 15 août 1971, où après, il n'y a plus de régulation. Ce que pouvait faire, à sa façon, le système de Bretton Woods est brisé. On joue. Les marchés sont dérégulés. Puis, à la fin du XXe siècle, 1999, on supprime la loi de séparation bancaire aux États-Unis. En France, on l'avait déjà fait en 1984. Donc, tout ce qui, après la guerre, avait été mis en place pour permettre un développement, disons, allant dans le sens de l'intérêt général de l'économie, avec des hauts et des bas, mais allant en sens, est brisé, est interrompu. Et on arrive à la crise de 2007, 2008, 2009, où là, c'est la pompe à finances qui domine tout. On balance des sommes énormes sur les marchés, et encore plus énormes aujourd'hui qu'en 2007-2008, pour sauver ce qui ne peut pas l'être. Comme le gouvernement français, on cherche à faire quelque chose qui peut sauver les meubles dans un système où les meubles sont détruits. C'est absurde, et c'est pour ça qu'on a le sens dans toute la politique qui a été suivie en France, dans le domaine sanitaire, mais aussi dans le domaine économique, d'un amateurisme, d'une irresponsabilité, et comme l'a dit Agnès Buzyn pour les élections, d'une mascarade. Alors le Monde parle aussi d'une mascarade. On en est là. Et toutes les mesures qui ont été prises jusqu'à maintenant,
les 750 milliards de la Banque Centrale Européenne, les 300 milliards d'aide aux billets de trésorerie de la France, c'est 1000 milliards en Europe, 300 milliards en France. Les 750 milliards, comme je l'ai dit, de la Banque Centrale Européenne, tout cela ne va pas dans l'économie réelle, l'économie physique, elle va là où le jeu a lieu. Même si les 750 milliards de l'Union Européenne, ce sont l'achat, ça s'est constitué par l'achat de titres du secteur privé comme du secteur public, de titres obligataires, mais les gens qui se sont procurés cet argent grâce à ces titres auprès de la Banque Centrale Européenne, ceux-là vont commencer à jouer sur les marchés. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, ils peuvent acheter des titres américains, des titres anglais, tout ce qu'ils veulent. Donc on a un système permissif, un système dans lequel chacun joue pour soi. Et comme l'a dit Édouard Philippe, j'ai ici la phrase qu'il a dite, je prévois un coup d'arrêt puissant, massif et brutal porté à l'économie. Donc quand il y a cela, il faut arrêter de faire des bêtises. Et il faut fermer les marchés financiers pour faire autre chose. Oui, on a parlé d'interrompre l'autorité des marchés financiers, d'interrompre les ventes à terme, c'est-à-dire qu'on peut plus jouer à la baisse, mais on peut jouer par d'autres façons. On a parlé également d'interrompre le trading de haute fréquence, c'est-à-dire les interventions complètement faussées sur les marchés de cette façon. Mais ce ne sont que des choses qui sont tel ou tel aspect. C'est toute la logique du système qui doit être changée. Pourquoi ? Pour avoir un système qui finance le développement économique, la croissance, la justice sociale, le travail humain, et qui est à la fois au niveau national, d'abord en séparant les banques, en permettant de maintenir pour chacun, qui a besoin d'argent, surtout aujourd'hui quand on est confiné, en maintenant les banques de dépôt et de crédit, qui elles doivent fonctionner, et en arrêtant celles qui spéculent sur les marchés financiers. Et puis, il faut également avoir des institutions de crédit public qui dirigent l'argent là où il doit être dirigé. Et cela ne peut se faire qu'en créant un choc politique qui est cette fermeture des marchés financiers. J'ai reçu un certain nombre de questions et je vais répondre une, à la fois des questions sur la fermeture des marchés financiers, la crise financière, et des questions sur le coronavirus, la crise sanitaire. Alors je commence par la première question. La voici. La fermeture des bourses, ça ne changerait pas le fond du problème, ce seraient les mêmes causes qui resteraient en place, qui sont les causes sous-jacentes. Bien, c'est vrai que si c'était une chose en soi, cette fermeture des marchés financiers, ce serait prévu pour sauver les marchés financiers, et ça ne changerait rien. Mais non, ma perspective n'est pas celle des spéculateurs ou des différentes personnes qui veulent limiter les dégâts. Ce n'est pas pour un pansement du marché qu'on les fermerait. C'est pour mettre en place un nouvel ordre économique et monétaire, réorientant l'argent vers le travail, vers la santé, vers l'éducation, vers tout ce qui est nécessaire à une vie juste et au bien commun. C'est cet effort qu'il faut faire. Alors, cela suppose que cette fermeture des marchés s'accompagne de deux choses. La première, dans chaque pays, mais cela devrait devenir général, le fameux Glass-Steagall qu'avait fait Roosevelt, c'est-à-dire une séparation des banques, où les banques de dépôt et de crédit restent dans leurs fonctions pour qu'on puisse avoir l'argent dont on a besoin, mais celles qui spéculent dans les marchés financiers, le secteur qui spécule sur les marchés financiers, on serait séparés et on ne l'assisterait pas. Il est pratiquement en faillite, donc ce système ferait l'objet d'une annulation de dette, d'une faillite ordonnée. Voilà où est le centre de la différence entre ce que disent certains qui veulent fermer les marchés financiers pour les sauver malgré eux, et nous-mêmes qui voulons un autre ordre. Alors il faudrait aussi un système de banque nationale, avec des représentants de la population, des forces vives du pays, au sein de sa direction, pour qu'elle ait une autre direction. En 1981, on a nationalisé, mais ceux qui sont allés dans le secteur public étaient les cousins germains, ceux qui étaient dans le privé. Donc on n'a pas fait une nationalisation, on a fait une étatisation qui
étant donné que les mêmes forces sociales étaient au gouvernail, a produit les mêmes effets et n'a entraîné que la dégénérescence du Parti socialiste. Là, il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'une banque nationale, d'une banque de la nation, pas une banque centrale des financiers, une banque nationale pour les intérêts de toute la nation, qui assure que les investissements aillent là où il faut. Et pour cela, il faut un crédit public, ce que Jaurès appelait déjà un crédit public démocratique, c'est-à-dire un crédit public qui oriente l'argent de façon systématique pour qu'il aille là où il faut. Donc on aurait assaini par la séparation bancaire et réorienté par le crédit public avec une banque nationale et une caisse nationale de crédit, un centre national de crédit. Et enfin, il y a l'international, parce qu'un seul pays ne peut pas y parvenir. Donc, c'est notre autre appel, l'appel d'Helga Sepp-Larouche, la présidente de l'Institut Scheller international, qui dit les principaux chefs d'État du monde, ceux qui ont poids suffisant, doivent se réunir pour mettre en place cet haut ordre, ce nouvel ordre économique et monétaire. Il s'agit des chefs d'État de la Chine, de la Russie, des États-Unis et aussi de l'Inde, qui ont seuls ensemble poids suffisant pour changer les choses, contre les intérêts financiers spéculateurs. Alors la France doit jouer un rôle de modérateur, d'inspirateur, de diplomatique qui arrange ces forces, qui les unissent. Et nous avons un rôle extraordinaire à jouer, le catalyseur, pour être précis. La petite chose qui, dans une réaction chimique, peut tout changer. Ce rôle, pour l'instant, on ne le joue pas, parce que on reste, comme l'a dit Madame Buzyn, elle a raison sur ce point, dans une mascarade. Des articles du Monde aussi parlent, du journal Le Monde parle aussi de cette mascarade. Donc c'est de cette mascarade qu'il faut sortir pour que les choses changent. Et ça, c'est un changement politique en profondeur, au niveau national, au niveau européen et au niveau international. Cette Europe-là, l'Europe de l'euro, qui est liée au système dollar, je dirais l'Europe de l'euro et du dollar, qu'on voit aujourd'hui, puisque pour sauver les banques européennes, on organise des dollars qui viendront les sauver, donc elles rentrent dans le système dollar, on appelle cela des swaps dollars. Donc il faut sortir de cet ordre-là, un dollar qui n'est même plus la monnaie des États-Unis, qui est la monnaie des marchés financiers internationaux. Donc il faut sortir de cela, il faut sortir du système de Wall Street et de la City, et ce que j'ai dit là, c'est les pistes pour en sortir. Et alors oui, la fermeture des marchés financiers prend tout son sens. Ce n'est pas une fermeture pour une chose en soi, c'est une fermeture pour changer fondamentalement de direction et d'orientation politique en France et dans le monde. Alors, par rapport à cela, je dois dire que ce système corrompu, non pas tant par les personnes qui en font partie, mais par ses fondements même, c'est beaucoup plus grave. À ce système, j'oppose le courage, l'héroïsme de tous ceux qui se battent réellement pour la cause du bien public, pour le service public. Ce sont nos soignants, nos aides-soignantes aussi, qui n'ont pas de masque, nos pompiers, nos gendarmes et nos policiers qui doivent vérifier dans les rues que les consignes de confinement soient respectées, qui n'ont pas reçu de masque. Alors, parce qu'on n'en a pas, et avec l'arrière-pensée qu'il ne faut pas inquiéter les Français. Aussi, tous ceux qui sont dans les services de voirie, les services nécessaires à notre vie publique. C'est ceux-là qui font nation, comme dit Macron. C'est pas les politiques. Et ce dont on a manqué dans ce pays, et dont on manque toujours, c'est l'absence de volonté politique. Et au lieu d'injecter de la monnaie, à la vitesse de la lumière, de la monnaie électronique, on devrait injecter de la volonté politique. C'est pour ça que je me bats. Maintenant, une question sur le coronavirus. On me dit, le docteur Didier Raoult de la Timone à Marseille a trouvé un traitement à la chloroquine. Pourquoi ne pas l'écouter? C'est pas lui qui l'a trouvé d'abord. C'est un traitement que les Chinois ont expérimenté. Alors, ce n'est pas non plus la recette miracle. Il n'y a pas de médicament capable de traiter le Covid-19. Il n'y en a pas. Mais il y a toute une recherche. Et il y a des cocktails de médicaments qui peuvent être utilisés, ce qu'on appelle des antiviraux, contre la maladie. Et la chloroquine peut en faire partie. Mais, je dis, la chloroquine a des effets secondaires dangereux. Donc il faut mesurer, par rapport aux médicaments, les avantages et les désavantages. Mais ce qui est essentiel, c'est que tous les laboratoires du monde, tous les chercheurs, donnent l'exemple aux chefs d'État, en coopérant chinois, français, allemands, anglais,
Américains, Coréens, tous coopèrent pour qu'il y ait et un vaccin, ça prendra 12 à 18 mois, et un médicament, ça peut aller plus vite. Donc on a besoin de cet antiviral spécifique qui permette de soigner et de guérir. Pour l'instant, ce n'est pas trouvé, il faut le chercher, et utiliser des cocktails de ce qui existe pour faire pour le mieux, pour atténuer, je dirais, les souffrances de ceux qui ont besoin de réanimation et d'oxygène. Question, le coronavirus est une invention humaine lancée à titre d'expérience. Alors, je répondrai que les interrogations de ce type me paraissent incertaines et inutiles à ce stade. Les coupables sont connus. C'est un ordre financier et monétaire qui a engendré les conditions où l'épidémie s'est développée et est devenue une pandémie. Donc, il faut combattre ces conditions financières et monétaires. Alors, ça suppose, évidemment, une mobilisation de tous, et une mobilisation qui aille au fond des choses, avec un sens de mission. Alors, par rapport à cela, j'ajouterai que on doit élaborer une plateforme de combat, une liste de priorités. Et c'est par rapport à ces priorités que l'on doit définir qui est, disons, dans le camp humaniste, dans le camp de ceux qui veulent apporter une solution, ceux qui croient à la découverte humaine, à ce que l'homme peut apporter par rapport à la société où il vit, où chacun apporte le meilleur de soi-même, où tous les États apportent le meilleur d'eux-mêmes, comme au moment de la paix entre les nations de Westphalie en 1648. Il s'agit d'à nouveau retrouver cet état d'esprit. Et si on retrouve cet état d'esprit, on créera un environnement où les choses comme ce virus, ou ne se reproduiront pas, ou n'auront pas les conséquences qu'a eu ce virus. Et on l'arrêtera beaucoup plus rapidement. Il y aura une collaboration, on suivra les choses. Les Chinois ont relativement réussi dans ce qu'ils ont entrepris, parce que en 2003, ils avaient eu le SRAS. Et à partir de là, ils ont réfléchi. Ils ont réfléchi à partir de ce syndrome respiratoire. Et ils se sont dit, comment nous préparer pour autre chose? Et ils se sont préparés en termes de suivi d'une épidémie éventuelle et en termes de construction d'hôpitaux et avoir assez d'éléments pour y faire face. Et ils l'ont fait, de façon certes imparfaite, mais ils l'ont fait. Alors que nous, actuellement, nous avons beaucoup moins préparé qu'eux la situation. Donc, je m'adresse à mes amis en Italie, en Espagne et maintenant en France, en leur disant nous sommes l'épicentre de cette crise. Faisons quelque chose. Ayons un programme d'urgence, de réanimateurs. Voyons toutes les possibilités partout pour le faire. Ayons un programme d'urgence de construction d'hôpitaux. Nous avons une très bonne société qui s'appelle Algeco, qui peut construire des hôpitaux avec la construction modulaire, très vite, pratiquement aussi vite que l'ont fait les Chinois pour leurs hôpitaux à Wuhan. On peut le faire, on doit le faire. Et nous avons la possibilité d'autres sociétés qui ont des mécanismes d'urgence, d'oxygénation auxquels on peut avoir recours. Mais ce que nous ont répondu toutes ces sociétés, quand on les a consultées, c'est que ni le gouvernement, ni l'administration française les avaient consultés. Donc c'est là qu'est le crime. C'est un crime de société, et un crime dans lequel différents responsables ont chacun leur part. Et n'égarons pas la réflexion. Agissons réellement là où les choses sont patentes, sont visibles, et ne cherchons pas un coupable sans avoir les moyens de poursuivre cette recherche. Alors, la question suivante que j'ai reçue, c'est les mesures prises pour faire du chômage technique et investir des milliards dans l'économie, est-ce une forme de monnaie hélicoptère, d'hélicoptère monnaie? Non. C'est un pansement. C'est une chose qui est faite pour maintenir le fonctionnement de l'économie à très court terme. Et c'était nécessaire, ce sont des mesures nécessaires, mais tout à fait insuffisantes, qui n'apportent aucune solution sur le fond. Sur le fond, c'est le programme que j'ai développé précédemment. Alors, il faut un sursaut pour que ce programme soit mis en place. Et c'est
ce que je demande à chacun d'entre vous d'avoir pour passer à cet ordre différent. Sans cela, on va aller vers un système où on distribuera l'aumône aux pauvres, c'est l'hélicoptère money, c'est-à-dire, comme l'a dit le président Trump, $1000 aux nécessiteux ou d'autres mesures du même type, et où les initiés, les riches, garderont le pouvoir. Ils garderont le pouvoir parce que les institutions ne seront pas changées et l'orientation des choses ne sera pas changée. Nous, pourquoi nous nous battons, c'est pour changer l'orientation des choses en profondeur. Et la première question par rapport à cela, c'est où va l'argent ? Comment il est organisé pour aller là où il faut, à la justice sociale, à la création humaine, aux découvertes de la science, à la science, qui permettent réellement, pour l'avenir, d'améliorer la qualité des inventions, la qualité des découvertes, qui donnent à l'être humain la capacité d'aller plus loin, de produire davantage avec moins. Et c'est cette capacité, ce qu'on appelle la densité de flux d'énergie ou la densité de technologie, qui permettra d'avoir un avenir, qui permettra aux générations futures de vivre mieux que nous. Et j'espère, de tout cœur, que ces générations futures vivront mieux que nous et qu'elles n'auront pas besoin d'aumône. Celle-ci m'est posée par Damimène, qui me demande, dans un krach boursier, où va l'argent des perdants ? Mais cet argent s'évapore, il disparaît. Ce qui montre bien qu'il s'agit en grande partie d'une monnaie virtuelle. C'est 37 000 milliards de dollars qui se sont évaporés sur les places boursières en moins d'un mois. C'est énorme, énorme, quand on pense que le produit national brut de la France, c'est environ 2300-2400 milliards. Donc c'est des sommes énormes. Alors on dit qu'elles sont évaporées. Mais il y a autre chose. C'est qu'il y a ceux qui jouent, les initiés, sachant où l'on va, et qui jouent tous les jours, matin et soir, plusieurs fois. Ceux-là ont gagné. Ils n'ont pas gagné les 37 000 milliards, mais ils ont gagné beaucoup d'argent. Et l'on voit tous les boursicoteurs se dire comment vais-je gagner de l'argent quand les marchés baissent ? Il faut jouer la baisse. Alors, évidemment, l'autorité des marchés financiers en France a annuler les ventes à terme par laquelle on peut jouer la baisse. Mais il y a 1000 autres façons de jouer la baisse dans d'autres pays du monde, avec ce qu'on appelle des indices, les ETF, on peut jouer la baisse. Donc, voilà, si on prend une mesure partielle, on ne peut pas entièrement contrôler les choses. Donc, il faut prendre une mesure globale, générale, la fermeture des marchés financiers pour que ces maisons de jeu ne puissent plus fonctionner, qui détourne l'argent d'où il devrait aller, c'est-à-dire, et j'insiste, le travail, la santé, l'éducation, l'économie réelle, productive et les infrastructures. Et les Chinois, avec les nouvelles routes de la soie, en gros, avec telle ou telle faille de fonctionnement, mais en gros, le font. Et on a là un projet de plateforme de développement qui est différent du jeu permanent des Occidentaux. Alors les Chinois, évidemment, sont obligés d'être incorporés dans ce jeu parce qu'ils sont dans l'économie normale, je dirais mondiale, qui est hélas l'économie normale. Mais leur jeu est différent. C'est un pari sur l'avenir économique de leur pays et des autres pays. C'est ce qui s'appelle un système gagnant-gagnant. Et je crois qu'il est très important de le comprendre pour comprendre la différence entre une orientation d'un système du type de l'économie chinoise et un système du type des économies occidentales aujourd'hui. Alors, on peut dire, oui, mais on ne peut pas appliquer mécaniquement le modèle chinois sur les économies occidentales. C'est absolument vrai. On ne peut pas et on ne doit pas. Mais c'est pas ce que demandent les Chinois. Les Chinois demandent une cohérence, une convergence dans le développement économique, chacun à sa manière, avec ses caractéristiques propres, avec ses caractéristiques nationales. C'est pour ça que nous demandons que les principaux chefs d'État du monde se réunissent pour décider d'un nouvel ordre économique et monétaire qui orientera l'argent pour le bien commun et les générations futures. Est-ce que l'économie mondiale va se remettre de toutes ces crises ? Eh bien, ma réponse est non, si elle continue à aller comme elle va, parce qu'elle est dirigée par des gens qui, en général, n'ont pas de principe. Alors il faut retrouver des gens qui aient des principes. Et nous devons, par notre engagement politique, notre sens de mission, les engendrer et faire en sorte qu'ils viennent sur la scène publique. C'est là tout notre travail. Alors,
Je dirais que quelle qualification avons-nous? Je répondrai deux choses. La première, c'est que Lyndon LaRouche, mon ami américain, en 1971, le 15 août 1971, avait dit qu'il fallait ce nouvel ordre économique et monétaire international pour lequel je me bats. Et il l'avait défini. Et il avait dit qu'en même temps, il fallait une force d'intervention biologique, rétablissant une écologie dans le monde qui est une écologie vraie, c'est-à-dire une écologie basée sur les pouvoirs créateurs de l'homme, et pas une écologie considérant que l'homme est un pollueur, que l'homme est un malfaiteur, que l'homme est un prédateur. Non, une écologie qui mette en accord l'homme et la nature, contre un capital financier qui lui est dévastateur. Alors nous avons cela, nous avons toute cette histoire où nous avons réfléchi à cela, et tout ce que j'ai dit moi-même en France aujourd'hui doit être vu non pas comme un avertissement, les choses sont là, les choses sont faites, mais comme une raison, un motif d'inspiration pour le futur, ce qu'on fera demain. C'est cela qui est important. Et puis aussi, y croire, parce que nous sommes dans un de ces moments de l'histoire où une souris intelligente peut, avec un effet de levier, avec son courage et avec le soutien d'un peuple qui comprenne là où est son intérêt, une souris intelligente peut faire bouger un troupeau d'éléphants qui ne le sont pas, en espérant que nous puissions aller très vite de l'avant et que nous sortions de cette pandémie, que l'Europe sorte de cet épicentre, que d'autres régions du monde, on coopère pour que cette crise ne s'y développe pas, qu'on coopère avec les pays d'Amérique du Sud, avec les pays d'Afrique, avec l'Inde. C'est dans ces pays-là que la crise serait très dangereuse, parce que il n'y a pas de possibilité réelle dans ces pays de confinement, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pratiquement pas d'hôpitaux en nombre suffisant déjà par rapport à la situation actuelle. Donc nous devons faire absolument quelque chose.